Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Les âmes mortes de Nicolas Gogol. Nous en sommes toujours à la première partie, chapitre 7. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VPN. Merci. Apparut un instant aux fenêtres du premier et du second étage les incorruptibles prêtres de Thémis. Apparut un instant aux fenêtres du premier et du second étage, les incorruptibles prêtres de Thémis s'éclipsèrent aussitôt. Le chef faisait sans doute le tour des bureaux. Nos amis montèrent, ou plutôt escaladèrent l'escalier. Tchitchikov hâtait le pas pour échapper aux attentions de Manilov qui, de son côté, se précipitait pour alléger la fatigue de Pavel Ivanovitch. Aussi arrive-t-il tout essoufflé, dans l'obscure antichambre. Ni dans les corridors, ni dans les pièces, la propreté ne frappa leur regard. On ne s'en souciait pas encore. Ce qui était sale le demeurait, et ne prenait point d'aspect engageant. Thémis recevait en négligé, à la bonne franquette. Il conviendrait ici de décrire les chambres que traversèrent nos amis, mais l'auteur éprouve à l'égard des bureaux une insurmontable timidité. Quand une affaire l'appelle, même dans les mieux tenus d'entre eux, parquet ciré, table reluisante, il ne s'y attarde guère et tient les yeux modestement baissés. Aussi ignore-t-il leur magnificence. Nos amis virent beaucoup de papiers, blancs et noircis, des têtes penchées, de larges nuques, des habits et des redingotes à la mode de province, et, tranchant parmi eux, un simple veston gris clair. Celui qui le portait, la tête presque collée de guingois sur le papier, copiait d'une plume alerte un procès-verbal qui, saisi de terrain usurpé par quelques gentillâtres, qui toujours en procès ne terminait pas moins paisiblement ses jours, père et grand-père honorés, sous l'égide de dame justice. De temps à autre, une voix rauque laissait échapper de brèves exclamations. Fedosei, Fedoseïvitch, passez-moi donc le dossier numéro 368. Vous égarez toujours le bouchon de l'encrier. Parfois une voix impérative, celle d'un supérieur évidemment, donnait un ordre. Recopiez-moi ça, sinon on t'enlèvera tes bottes et tu resteras ici 6 jours entiers sans boire ni manger. Le frôlement des plumes sur le papier rappelait celui des fagots traînés à charretée pleine par un chemin forestier, sur une couche de feuilles mortes. Tchitchikov et Manilov s'adressèrent à 2 expéditaires, assis à la première table. Le bureau des contrats, s'il vous plaît. Et que vous faut-il ? Firent d'une voix les 2 copistes en se retournant. Présentez une supplique. Mais qu'avez-vous acheté ? Indiquez-moi d'abord le bureau des contrats. Mais pour vous l'indiquer, il faut d'abord que nous sachions ce que vous avez acheté et à quel prix. Tchitchikov comprit aussitôt que, comme tous les jeunes employés, ces 2 blancs-becs étaient curieux et voulaient se donner de l'importance. « Écoutez, mes braves, dit-il, je sais fort bien que tous les contrats, quelle que soit leur importance, relèvent du même service. Veuillez donc nous indiquer si vous l'ignorez, nous nous adresserons à d'autres. » Et cette réplique coupa la parole au gras de papier. L'un d'eux désigna un angle de la pièce où un vieillard rangeait des dossiers. Tchitchikov et Manilov, louvoyant outre les tables, allèrent droit au bonhomme qui paraissait absorbé dans son travail. « Permettez-moi de vous demander, dit Tchitchikov en s'inclinant, est-ce ici que se passent les contrats ? Aucun contrat ne se passe ici, martela le vieux en levant les yeux. Mais où donc alors ? Au bureau des contrats. Et où se trouve ce bureau ? Adressez-vous à Ivan Antonovitch. Mais où est Ivan Antonovitch ? Le barbon désigna l'angle opposé de la pièce. Tchitchikov et Manilov se dirigèrent vers Ivan Antonovitch, qui, les voyant venir, jeta un regard en coulisses et se reprit aussitôt à écrire. « Pardon, dit Tchitchikov en s'inclinant, c'est ici le bureau des contrats ?» Ivan Antonovitch fit la sourde oreille et disparut complètement dans ses paperasses.
Foin des jeunes et tourneaux qui passent leur temps à bavarder. Ivan Antonovitch, esprit pondéré, faisait la cinquantaine. Son visage couronné d'épais cheveux noirs saillait, en sa partie médiane, formant ainsi ce qu'on appelle familièrement un bec de cruche. « Excusez-moi de vous déranger », insista Tchitchikov. « C'est bien ici, le bureau des contrats ?»« Oui, » répondit Ivan Antonovitch, en soulevant son bec de cruche, qu'il replongea aussitôt dans ses paperasses. « Voici ce qui m'amène. J'ai acheté, aux fins de colonisation, des paysans à divers propriétaires de ce district. Les actes sont établis, il n'y a plus qu'à les légaliser. Les vendeurs sont-ils ici ? Quelques-uns seulement, les autres ont passé procuration. Avez-vous apporté une supplique ? Oui, je suis pressé. Je désirerais... En un mot, peut-on terminer l'affaire aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Impossible, dit Ivan Antonovitch. Il faut d'abord s'informer s'il n'y a pas d'inhibition. Je suis au mieux avec Ivan Grigorievitch, le président, ce qui sans doute hâtera les choses. Ivan Grigorievitch n'est pas seul ici. Il y a d'autres personnes, répliqua maussadement Ivan Antonovitch. Comprenant l'allusion, Tchitchikov déclara : « Les autres ne seront pas oubliés. J'ai moi-même été en place. Je connais les usages. » « Allez voir Ivan Grigorievitch, » dit Ivan Antonovitch d'un ton moins rogue. « Qu'il passe les ordres nécessaires. Nous ne vous retiendrons pas longtemps. » Tirant un billet de sa poche, Tchitchikov le déposa sur le bureau d'Ivan Antonovitch, qui n'y prit point garde et le couvrit d'un registre. Tchitchikov allait lui faire remarquer qu'en un signe de tête, Ivan Antonovitch lui donna à comprendre que c'était inutile. « Conduisez ces messieurs à la salle d'audience, » ordonna Ivan Antonovitch à l'un de ses subordonnés. Ce garçon avait sacrifié avec tant de zèle à Thémis que ses manches trouées au coude laissaient passer la doublure, ce qui lui avait valu le grade d'enregistreur de collège. Comme autrefois, Virgile à Dante. Il servit de guide à nos deux amis et les introduisit dans la salle d'audience où, derrière une table, il supportait 2 gros livres et le miroir de justice. S'allongeait une rangée de larges fauteuils. Le président y trônait seul, comme le soleil. À l'aspect du sanctuaire, le nouveau Virgile, saisi d'une sainte frayeur, fit voir en se sauvant un dos de veston usé jusqu'à la corde et agrémenté de plumes de poule. En pénétrant dans la salle, nos amis s'aperçurent que le président n'était pas seul. Sobakevitch, complètement masqué par le miroir, lui tenait compagnie. Une exclamation les accueillit. Les fauteuils officiels reculèrent bruyamment. Le président ouvrit ses bras à Tchitchikov. Un bruit de baisers retentit. Ils s'informèrent de leur santé. Tous deux souffraient d'un lumbago qu'ils attribuèrent à la vie sédentaire. Le président, sans doute mis au courant par Sobakevitch, complimenta notre héros de ses acquisitions. Tchitchikov, légèrement troublé en voyant réunis les 2 vendeurs auxquels il avait demandé le secret, n'en remercia pas moins le président et s'enquit de la santé de Sobakevitch. « Dieu merci, je n'ai pas à m'en plaindre », répondit celui-ci, qui n'avait en effet aucun sujet de se plaindre. Le fer eût plus facilement pris froid que ce gaillard bâti à chaud et à sable. « Oui, votre santé est proverbiale, » dit le président, « et feu votre père était aussi un rude homme. » « Il luttait seul contre un ours, » répondit Sobakevitch. « Vous pourriez, il me semble, terrasser vous aussi un ours, si l'envie vous en prenait. »« Non, » rétorqua Sobakevitch. « Mon père était plus solide que moi. Nous ne sommes plus de cette trempe. »« Regardez quelle triste vie je mène, » ajouta-t-il après un soupir. « Une triste vie ? Mais en quoi donc, je vous prie ? » demanda le président. « Oui, une triste vie, » insista Sobakevitch en hochant la tête. « Jugez un peu, Ivan Grigorievitch. J'ai dépassé la quarantaine sans avoir jamais connu le moindre bobo. Pas un clou, pas un furoncle, pas un mal de gorge. Tout ce que vous voudrez.
c'est mauvais signe. Il faudra payer cela un jour. Sobakevitch sombra dans la mélancolie. Quel homme! Songèrent en même temps Tchitchikov et le président. De quoi vient-il se plaindre? J'ai une lettre pour vous, dit Tchitchikov en tendant au président la missive de Pliouchkine. De qui est-ce? Ah, de Pliouchkine, s'exclama le président, après l'avoir décacheté. Comment il vit encore? Quelle destinée! Un homme naguère si riche, si intelligent. Et qu'est-il devenu? Un failli chien, dit Sobakevitch, une fripouille qui fait mourir de faim tous ces gens. Parfait, parfait, dit le président après avoir lu la lettre. J'accepte de le représenter. Quand désirez-vous passer les actes? Aujourd'hui même, si possible. Car je voudrais partir demain, j'ai apporté contrat et supplique. Parfait, parfait. Mais vous aurez beau dire, nous ne vous lâcherons pas. Les actes seront légalisés aujourd'hui, d'accord, mais vous passerez encore quelques jours avec nous. Attendez, je vais donner les ordres nécessaires, dit-il en ouvrant la porte du bureau, rempli d'employés, semblables à de diligentes abeilles disséminées sur leurs rayons. S'il est permis de comparer des dossiers à des rayons de miel. Ivan Otonovitch est-il ici? Oui, répondit une voix. Priez-le de venir. Ivan Antonovitch, dit Bec de Cruche, déjà connu du lecteur, fit son apparition dans la salle d'audience et salua fort poliment. Ivan Antonovitch, veuillez prendre les contrats de ces messieurs. N'oubliez pas, Ivan Grigorievitch, interrompit Sobakevitch, qu'il faut au moins 2 témoins pour chaque partie. Envoyez donc chercher le procureur, il n'a rien à faire, car il se décharge de toute sa besogne sur son substitut Zolotuka, le premier grippe-sous du monde. Convoquez aussi l'inspecteur du service d'hygiène. Cet autre désœuvré sera certainement chez lui, à moins qu'il ne taquine les cartes quelque part. Et puis vous trouverez bien d'autres témoins dans le voisinage. Troukhatchevski, Begouchkine, par exemple, 2 êtres qui chargent la terre d'un poids inutile. Très juste, dit le président, qui dépêcha aussitôt un exprès à tous ces personnages. J'ai encore une prière à vous adresser, dit Tchitchikov. Voudriez-vous convoquer le représentant d'une dame avec qui j'ai aussi traité? C'est un de vos employés, le fils du père Cyril, l'archiprêtre. Mais oui, je m'en vais le demander. Soyez tranquille, tout le nécessaire sera fait. Seulement, je vous prie, pas 1 liard aux employés. Nous ne faisons pas payer les amis. Sur ces mots, il donna à Ivan Otonovitch un ordre qui parut déplaire à ce dernier. Les actes firent une excellente impression sur le président, surtout lorsqu'il vit que le montant total des achats atteignit presque 100 000 roubles. Il fixa quelques instants Tchitchikov, avec une expression de profonde satisfaction, et proféra enfin. « Alors, Pavel Ivanovitch, vous avez vraiment acheté tout cela? » ?»« Mais oui. »« Excellente idée, ma foi. Excellente idée. Oui, je sais que je n'en pouvais avoir de meilleure. On a beau dire, l'homme ne trouve vraiment sa voie qu'en abandonnant les chimères de la jeunesse pour s'engager d'un pied ferme sur un terrain solide. » Avec beaucoup d'à-propos, Tchitchikov fulmina contre le libéralisme des jeunes gens. Une certaine hésitation perçait pourtant dans sa diatribe. « Tu radotes, mon cher, et comment ?» semblait-il se dire. Il n'osait même pas regarder Manilov et Sobakevitch dans la crainte de lire dans les yeux une expression narquoise. Appréhension bien inutile, le visage de Sobakevitch demeurait fermé. Et Manilov, séduit par les belles phrases, balançait la tête avec la satisfaction béate d'un mélomane devant une cantatrice qui, l'emportant même sur le violon, lance une note aiguë à désespérer un gosier d'oiseaux. « Mais pourquoi ?» dit enfin Sobakevitch. « Ne racontez-vous pas à Ivan Grigorievitch quelle belle acquisition vous avez faite? Et vous, Ivan Grigorievitch, pourquoi ne le lui demandez-vous pas? Des gaillards pourtant de l'or en barre, songez donc. Je lui ai même cédé mon carrossier Mikheyev. »« Mikheyev, pas possible, s'écria le président.
Le carrossier Mikeyev, un si bon ouvrier. Je le connais. Il m'a réparé une voiture. Vous permettez? Ne m'avez-vous pas dit qu'il était mort? Jamais de la vie, repartit Sobakevitch, sans se troubler le moins du monde. C'est son frère qui est mort. Mais lui se porte mieux que jamais. Il vient encore de me façonner une britchka à rendre jaloux les carrossiers de Moscou. À franchement parler, il ne devrait travailler que pour l'empereur. Oui, dit le président, Mikeyev est un maître en son art. Je m'étonne alors que vous vous en sépariez. S'il n'y avait que lui, mais Stéphane Bouchon le menuisier, Milouchkine le briquetier, Maxime Teliatnikov le savetier. Je les ai aussi cédés. Je me suis défait de tout le monde. Sur une question du président, surpris de le voir céder de pareils trésors, « Que voulez-vous » répondit Sobakevitch, avec un geste vague. C'est une fantaisie qui m'a pris. Je n'ai pu y résister. En baissant la tête comme s'il regrettait sa folie. Les cheveux gris ne m'ont pas mis de plomb dans la tête, ajouta-t-il. Permettez, Pavel Ivanovitch, dit alors le président, vous achetez les paysans sans la terre. Vous les destinez sans doute à la colonisation. Tout juste. Ah, parfait. Et où cela, s'il vous plaît? Où cela? Mais en Chersonèse. Oh, pays fertile! Et quel gras pâturage! Vos terres sont vastes. Suffisamment pour les paysans que j'achète. Rivière, étang, rivière et étang. En lâchant ces mots, Tchitchikov jeta par mégarde un regard sur Sobakevitch et crut lire sur son visage toujours impassible. Tu mens, mon brave, tu ne possèdes ni terre, ni étang, ni rivière. Cependant, les témoins commencèrent à paraître. Le clignotant procureur, l'inspecteur du service d'hygiène, Troukhatchevski, Begouchkine et autres individus qui, à en croire Sobakevitch, chargeaient la terre d'un poids inutile, Tchitchikov ignorait la plupart d'entre eux. Quelques scribes complétèrent et, au-delà le nombre nécessaire, on vit arriver non seulement le fils du père Cyril, mais l'archiprêtre en personne. Chaque témoin inscrivit ses noms, grades et qualités, d'une écriture penchée, couchée ou même renversée, et dont certaines lettres semblaient ne pas appartenir à l'alphabet russe. Ivan Otonovitch mena rondement les choses. Les actes furent aussitôt enregistrés, paraphés, homologués, l'impôt du 0,5% et les frais d'insertion rapidement décomptés. Tchitchikov n'eut à payer qu'une bagatelle, sur l'ordre du président. La moitié des dépenses fut portée par un procédé cabalistique au compte d'un autre solliciteur. Lorsque tout fut fini, eh bien, dit Ivan Grigorievitch, il ne reste plus qu'à arroser l'affaire. Quand vous voudrez, acquiesça Tchitchikov. Un galant homme se doit d'offrir 2 ou 3 bouteilles de vin mousseux à une si aimable compagnie. Non, non. Vous ne m'avez pas compris, dit le président. C'est nous qui régalons. Vous êtes notre hôte. À nous de vous bien traiter. Savez-vous quoi, messieurs? Transportons-nous, in corpore, chez le maître de police. Cet homme admirable n'a qu'un signe à faire en passant devant la poissonnerie ou la halle au vin. Je vous promets un festin réussi. Et nous profiterons de l'occasion pour faire un whist soigné. Aucune objection ne s'éleva. Au seul mot de poissonnerie, les témoins se sentirent en appétit. Chacun saisit aussitôt sa casquette ou son bonnet de fourrure, et la séance fut levée. En traversant le bureau, Tchitchikov se vit arrêté par Ivan Otonovitch, qui lui tira sa révérence en chuchotant. Vous achetez pour 100 000 roubles de paysans, et ne vous fendez que d'un malheureux billet blanc. Et lui répliqua du même ton Tchitchikov. Pareil racaille ne vaut même pas la moitié. Ivan Otonovitch comprit qu'il avait affaire à forte partie, et n'en tirerait pas davantage. Combien avez-vous payé, l'âme de Pliouchkine? Murmura Sobakevitch à l'autre oreille de Tchitchikov. Et que venait faire Moineau dans votre liste? Rétorqua celui-ci du tac au tac. Quel Moineau? Mais la femme Moineau, Élisabeth. Non, non, aucun Moineau ne figure dans ma liste, grommela Sobakevitch, qui rejoignit en hâte les autres invités. Et c'est là-dessus
que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.